je vais vous proposer une lecture rapide, difficile de faire rapide d'ailleurs, de nos échanges parce qu'ils ont été extrêmement riches. La première chose qui m'est venue à l'esprit pour les résumer, c'est cette phrase de Cedric Price, une espèce de Oscar Wilde de l'architecture, qui disait « Technology is the answer, but what is the question ?» Et au fond, c'est dans ce cadre-là que nous avions, le groupe Khoros, imaginé de répondre à la demande du PUCA et de Martine Verne, c'est-à-dire de privilégier les questions sur les réponses. Et effectivement, dans un monde qui est complexe, qui est composé de sociétés... Ah bah bravo, merci. Donc, société d'acteurs à la fois nombreux, qui sont chacun complexes, à la fois multiscalaires, multimétriques. Si on se contente de donner des réponses, on risque de donner comme réponse la couleur du cheval blanc d'Henri IV. Même si ces réponses sont déjà sophistiquées, elles n'ont plus le degré de sophistication qui correspond à ce que le monde social d'aujourd'hui appelle. Et donc, si on veut développer une science citoyenne, c'est un peu ce que beaucoup d'entre nous, je pense, ont en tête, hein, l'idée qu'on est des chercheurs, mais on voudrait être utile. Donc, on ne peut pas l'obtenir avec moins de science, mais plutôt en étant à l'écoute des acteurs non académiques, en dialoguant avec eux, mais en leur apportant notre spécificité, notre avantage comparatif, et en essayant de faire en sorte que cet apport augmente au bout du compte, enfin contribue à augmenter, parce que c'est eux, en fin de compte, qui métaboliseront ça, leur capacité à agir. Et donc ça suppose, à mon avis, de maintenir fermement l'idée que la science privilégie les questions sur les réponses. Alors, on a vu justement que ça supposait des désenclavements. Il y en a eu au moins deux ces 2 jours, et c'était effectivement voulu, hein, un désenclavement ou un décentrement à la fois géographique, puisqu'on a fait appel à des expériences d'autres pays que la France, mais aussi sectoriel, avec une place importante à des pratiques de l'urbanisme qui ne sont pas forcément mainstream, à d'autres pratiques d'aménagement, à l'art, à d'autres dimensions comme la psychanalyse. Et le résultat était donc, je dirais, une diversité des langages, mais une certaine convergence des messages. Et donc je voulais encore remercier Martine Verne pour nous avoir fait confiance, c'est-à-dire d'avoir cru dans notre capacité à faire émerger l'organisation à partir du bruit. Hein, moi, je trouve que ça a globalement très bien marché, grâce à vous, bien sûr, parce que finalement, il n'y avait pas de bruit, il y avait du son, et du son de qualité. La deuxième idée synthétique qu'on peut proposer, c'est l'idée qu'il faut élargir le répertoire de l'agir, de l'action publique, de l'action. Quand je dis publique, c'est pas seulement un synonyme de l'action gouvernementale ou de l'action étatique, de l'action de l'ensemble des acteurs politiques, qu'ils soient institutionnels ou pas. Et là, bon, ce n'est pas filmé. Ce n'est pas filmé ? Si. Ah bon, je dis quand même, je pense que le concept de diagnostic territorial, en vous écoutant, n'a pas beaucoup d'avenir. Les lieux ne sont pas malades, vous l'avez dit, et nous ne sommes pas médecins. Ce n'est pas une raison, et là-dessus aussi je suis d'accord avec ce qu'a dit Martine Verne ce matin, ce n'est pas une raison pour tirer sur l'ambulance. Parce que la notion de diagnostic territorial, elle est évolutive, c'est-à-dire c'est un chapeau qui peut cacher en fait une diversité de pratiques dont certaines sont très intéressantes. Donc le but n'est pas tellement de dire on arrête
le diagnostic territorial, on fait complètement autre chose, mais plutôt d'explorer les nouvelles questions que l'idée de diagnostic territorial, au point où il en est, nous invite à poser. Par exemple, l'idée d'aller voir des potentiels d'usage non encore perçus par les habitants. On peut dire que c'est à la fois ce qui a été dit par beaucoup de communications et aussi que ce n'est pas contradictoire avec l'idée de diagnostic territorial. Donc l'idée d'expliciter les enjeux, de faire dialoguer, là j'utilise un vocabulaire que Jade Rudler a utilisé, elle n'en a pas parlé cette fois, mais entre ce qu'elle appelle invite et prise. Prise, c'est la traduction du mot anglais affordance. Donc l'idée que l'environnement propose des choses intéressantes aux acteurs pour réaliser leur but, ça c'est l'invite, alors que la prise, c'est plutôt la recherche par les acteurs de situations, de possibilités, d'opportunités, j'ose dire le mot, dans l'environnement pour réaliser leur projet. Et donc finalement, un bon projet territorial ou une bonne démarche pour développer l'espace, c'est peut-être la recherche d'une rencontre entre, donc on pourrait dire prompts en anglais, et affordances, ou invite et prise. Et ça suppose bien sûr beaucoup de connaissances. Donc si le but c'est de co-construire, ce mot est à la mode, mais ce n'est pas une raison pour l'abandonner, il est bon. Ça passe bien sûr par la connaissance, mais ça suppose aussi que on recherche un nous qui soit exhaustif, c'est-à-dire qu'on ne s'attribue pas le monopole de la connaissance. Et donc ce que nous avons essayé de faire là avec ce séminaire, c'est que des expériences ou des idées ou des réflexions qui pouvaient paraître situées, et qui l'étaient d'ailleurs, dans des contextes particuliers, puissent se déplacer, puissent migrer en s'hybridant. Donc il y avait des micro-échelles, il y avait des macro-échelles, il y avait des actions directes, il y avait des jeux, il y avait une multitude de sous-systèmes ou d'objets ou de réalités. Mais l'idée, c'est que, comme nous pensions, en les faisant présenter, qu'elles avaient de l'intérêt, elles avaient aussi de l'intérêt au-delà de leur propre mise en situation, et donc normalement elles devraient pouvoir se dépayser tout en restant utiles. C'est ça l'idée d'élargir le répertoire des best practices, on pourrait dire, mais qui puissent aussi jusqu'à un certain point se décontextualiser. La troisième idée, c'est que vous l'avez dit avec beaucoup de force, d'ailleurs je pense que ça a été une petite surprise pour l'équipe de Khoros, le caractère politique de tout ce dont on a parlé, qu'on pourrait appeler développement spatial. J'utilise le mot spatial avec l'idée que c'est plus large que le seul territoire. Enfin, on pourrait dire le territoire, si vous voulez, que c'est un enjeu politique. Au fond, la grande question que vous avez tous posée, c'est comment habiter aujourd'hui, quel modèle d'habiter, quel devenir pour l'habiter, comment cohabiter, puisqu'on n'habite pas tout seul. Et donc là, effectivement, le fait d'aller au-delà du seul territoire qui émet, même de façon la plus démocratique qui soit, des propositions, elle est essentielle. J'avais écrit, c'était à l'époque de la guerre en Yougoslavie, tout projet territorial doit avoir conscience des limites de ses limites. Et on a vu plein de cartes où il y avait le territoire qui était concerné et le reste, c'était dans l'ombre, ça n'existait pas. Et je pense très important que ce qui a été dit sur une des règles du jeu du Local Development Plan en Grande-Bretagne, qui est de dire on a la responsabilité d'analyser aussi les interdépendances entre son territoire et tous les autres, finalement. Je ne sais pas si ça va jusque-là au Royaume-Uni, mais en fait, ça serait ça l'idée, c'est que le reste du monde, il est impacté par les décisions que nous allons prendre. Il nous offre aussi des ressources, mais il y a une espèce d'éthique de la territorialité qui est de dire nous ne sommes pas seuls, et d'ailleurs aussi, je dirais, pas seulement par interface, par juxtaposition, mais aussi au-dessus, au-dessous. C'est-à-dire que le territoire politique, ce n'est qu'un des espaces
qui est co-spatial à tous les autres qui sont aussi dans son même périmètre. Et donc cette déontologie de l'interdépendance me paraît extrêmement importante, je dirais presque comme un point de départ sans lequel tout le reste perd de sa force. Et donc, à partir de là, en effet, il faut assumer le fait que même si nous, notre spécialité, c'est plutôt la connaissance, enfin, quand je dis nous, d'ailleurs, c'est pas seulement les chercheurs, c'est aussi le monde de l'ingénierie, hein, la connaissance technologique, technique, ça appartient au même univers. Il faut qu'on assume le fait que ces connaissances sont plutôt des outils entre les mains du souverain, qui est le citoyen, qui sont les citoyens, et le politique en général, mais en dernier recours les citoyens, et qui demandent qu'on les aide à répondre à la question « que voulons-nous » On les aide à répondre à la question « que voulons-nous » On ne leur dit pas à leur place ce qu'ils veulent parce que nous on sait. Hein, et là je pense que c'est une rupture hein, bon, qui prend un certain temps, mais je dis presque une banalité en disant ça. Alors l'idée, il y a eu une grande discussion très intéressante sur le fait que les chercheurs ou les sachants, disons, doivent dire eux-mêmes quelles sont leurs valeurs politiques. C'est un bon principe, mais en même temps, je crois qu'il ne faut pas forcément que cette chose qui est méthodologiquement première soit chronologiquement première dans le débat avec les citoyens, parce qu'il y a 1000 façons d'exprimer ses préférences politiques ou idéologiques ou éthiques, et ça peut prendre la forme, je veux dire, il ne faut pas s'interdire, notamment face à des citoyens qui doivent être en même temps qu'ils expriment des énoncés, formés à pouvoir les exprimer de façon cohérente et la plus intéressante possible. Donc il faut les laisser aussi arriver à cela de multiples façons. Et le travail sur le jeu, c'est-à-dire en fait sur la simulation, montre qu'en fait on peut les emmener très très loin. Enfin, quand je dis les emmener, il y a une connotation manipulatrice que je veux éliminer, hein, mais disons, on peut les aider à aller très très loin. Et finalement, ils vont expliciter. Hein, Jean-Nicolas nous a dit qu'ils ont exprimé très clairement un point de vue utilitariste, rawlsien ou égalitariste. On ne les a pas forcés. Mais simplement, la question de départ, c'était pas d'où tu parles, camarade, c'était où est-ce que vous mettez les hôpitaux. Et le résultat a été quand même très intéressant du point de vue de l'explicitation de leur philosophie politique. La quatrième la quatrième idée, c'est... on a essayé, hein, parce que on a discuté entre nous de toutes ces questions-là, hein, donc je représente le groupe des 6 participants de Choros, mais Anna et Carole vont ensuite exprimer nos idées sur la suite du processus. Mais donc, une chose qui nous a frappé, c'est que quand même si c'est difficile de trouver un mot, le mot médiation apparaît très fortement dans ce qui a été dit. Peut-être donc l'idée de médiation spatiale ou territoriale serait le fil conducteur. C'est-à-dire que face à si on prend l'histoire de l'urbanisme ou de l'aménagement, il y a eu, enfin, on peut considérer, hein, c'est un peu simplificateur, les tableaux à double entrée sont toujours simplificateurs, mais ça permet de poser les questions. Et donc, on pourrait opposer une planification urbaine typique du XXe siècle, donc typique de cette modernité, entre guillemets, hein, dont on parlait tout à l'heure, et puis un urbanisme émergent que j'ai appelé contemporain, pas au sens où c'est maintenant, mais au sens où il est contemporain avec la société qu'il prétend transformer. C'est-à-dire, c'est l'opposition, si vous voulez, entre hétérotopie et homotopie. Donc ici, à la Défense, nous sommes dans un cas épuré d'hétérotopie. Hein, on a fabriqué un objet, on l'a posé, on l'a surimposé à ce qui préexistait, et effectivement, ça c'est typique de la planification urbaine technocratique de l'ancien monde, et donc c'est clairement des choses assez antinomiques de ça qui émergent actuellement avec
plusieurs aspects qui font que l'urbaniste ou l'aménageur, c'est d'abord quelqu'un qui met ensemble des acteurs divers avec un présupposé d'horizontalité. C'est-à-dire que fondamentalement, il doit faire en sorte que chacun compte autant que les autres, ce qui n'est pas du tout facile puisqu'on arrive inégalement. Et à mon avis, ce n'est pas contradictoire avec le fait qu'il apporte son propre point de vue. D'abord, son point de vue, c'est celui-là, c'est d'arriver à penser ensemble des acteurs qui, eux, ont leur propre rationalité, leurs propres horizons, leurs propres attentes. Mais c'est aussi le fait qu'il peut les pousser à mettre en cohérence leur point de vue et donc à faciliter l'identification soit des consensus, soit le plus souvent de plans de conflit qui peuvent être mal définis au départ, c'est-à-dire en fait ne pas se situer justement sur le même plan. Le pire conflit qui soit, c'est quand les protagonistes sont comme ça, c'est-à-dire en fait ne peuvent pas se rencontrer. Et ensuite, effectivement, rien ne vaut la démocratie représentative pour trancher. Je pense que cette démocratie que j'appellerais interactive, que vous avez développée de mille façons extrêmement stimulantes, elle est complémentaire et non pas alternative à la démocratie représentative. Mais ce que vous avez appelé, par exemple, hybrid model of governance, c'est-à-dire l'idée que ce double flux qui est fondateur du politique, c'est-à-dire que la société est représentée dans le politique et le politique se légitime par rapport à la société, ça c'est fondateur de tout politique. Mais par contre, ce qui est nouveau, c'est le fait que le faire, qui légitime, vient aussi de la société. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des actions qui ne sont pas institutionnelles, ou qui sont semi-institutionnelles, ou qui sont portées par des associations, par des collectifs éphémères, sont aussi dans le domaine du changement du réel. Donc le réel va être modifié, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas seulement dire « voilà ce que je voudrais, s'il vous plaît, faites-le », c'est « voilà ce que je fais ». Et à ce moment-là, cette action est aussi représentation, comme toujours dans le politique, et c'est l'appel à un nouveau débat public, mais finalement, les acteurs non institutionnels apparaissent comme tout à fait capables de participer de ce mouvement. Donc, c'est pourquoi l'idée de médiation me paraît vraiment, il y a peut-être un meilleur mot, mais il nous semble que pour le moment, ça décrit relativement bien le nouveau rôle de l'urbaniste, qui justement n'est plus l'architecte démiurge de Fountainhead ou Gary Cooper, je crois, est sourd et aveugle, c'est-à-dire que où le génie est forcément autiste, parce que sinon son génie va être altéré par la tourbe médiocre. Eh bien non, l'urbaniste contemporain, c'est quelqu'un qui écoute de toutes ses oreilles et qui regarde de tous ses yeux et qui essaye de penser ensemble toutes les sensations et toutes les perceptions. Les deux dernières choses sont peut-être... ont peut-être été insuffisamment développées, on n'a pas eu le temps de tout faire, mais elles nous paraissent importantes. Le temps, ça a été un des fils conducteurs, je dirais un peu souterrain, une base continue du séminaire. Nous habitons des temps multiples et on peut dire que la montée en puissance de l'individu, c'est aussi la montée en puissance de l'individu comme un acteur temporel qui est multidimensionnel. Les histoires d'amour commencent à l'échelle de l'heure avec Tinder et elles peuvent durer parfois toute la vie. En tout cas, même si la relation elle-même ne dure pas toute la vie, la relation nous habite parfois toute la vie. Donc, et la vie, elle est de plus en plus longue. Et je dis ça, c'est pas une blague, c'est que finalement, les temps que maîtrisent les individus, enfin que vivent les individus, ils sont devenus tendanciellement beaucoup plus longs que les temps du politique. Les sociétés jusqu'à maintenant ont eu tendance à fonder leur pérennité sur la mortalité très rapide de leurs membres. C'était même organisé comme ça. Il fallait faire de la place aux jeunes. C'était justement le fait que l'innovation, la reproduction élargie, comme dirait Marx, de la société, ne pouvait passer que par la disparition et l'éjection de ses membres. Aujourd'hui,
je dirais que les individus citoyens voient passer les gouvernements, ils voient beaucoup de révolutions, ils y participent plus ou moins, mais regardez l'itinéraire de quelqu'un qui a aujourd'hui 70, 80 ans, il a vu passer une multitude de situations, il y a eu des mutations absolument fondamentales, et d'une certaine façon, il est toujours là. Hein. Olivier Dassault, c'est ça, il est mort à 93 ans, et il avait fait plein de trucs, plus ou moins sympathiques, mais il avait fait plein de trucs dans sa vie. Alors du coup, il me semble que... bon, il y a aussi la conscience écologique, hein, qui pose des questions de temporalité complètement inédites, avec des temps courts, des questions d'immédiateté auxquelles il faut répondre, mais aussi des temps très longs. Hein. Quelle est votre position sur le dépôt de Bure dans 87 203 ans? Ben, on doit avoir une position, parce qu'ils seront toujours là, les déchets nucléaires. Donc ça aussi, c'est une invitation à décliner, à composer les temps, non plus comme quelque chose qui vient en plus de la temporalité électorale ou bien de la temporalité classique, évaluation, donc diagnostic, pré-projet, réalisation du projet, évaluation ex post, hein, donc qui était la temporalité rêvée des aménageurs. Donc on ne peut plus faire comme si on pouvait inventer son propre temps indépendamment des temporalités des autres. Et c'est ce qui fait, me semble-t-il, que aujourd'hui, et c'est un peu ça qu'on dit au diagnostic territorial, aujourd'hui, le moment de l'analyse, disons, dans le diagnostic est un aspect, et le moment du projet, en fait, sont plutôt deux aspects de voir la même, deux manières de voir la même chose que de choses distinctes. Ce qui est vertigineux, parce que ça signifie qu'en fait, il faudrait tout faire en même temps. Et que du coup, donc c'était ma question tout à l'heure sur les plans de 20 ans. Hein, donc ça veut dire qu'il faut faire des plans de 20 ans, mais à chaque seconde. Et du coup, c'est très compliqué. Ça met en cause l'imaginaire technique, en fait, hein, qui est très très fortement ancré en nous, hein, donc qui vient effectivement de ce moment analytique, hein, que moi j'aime pas trop appeler la modernité, parce que la modernité, je préfère la penser comme toujours en tension aujourd'hui, mais ce qu'on appelle parfois la période moderne, hein, et donc qui est ce grand moment analytique de l'histoire de l'Occident, et qui a eu des qualités, mais qui a aussi des défauts, et notamment nous empêcher de penser en même temps des choses qui devraient pourtant l'être si on veut être efficace. Hein. Et donc, du coup, il faudrait imaginer que une homologie entre la temporalité du travail sur l'action et la temporalité du devenir des sociétés sur lesquelles on travaille. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps court de la construction mentale et de l'action d'un côté, et le temps long du devenir urbain ou du devenir spatial. Les deux sont dans le même temps. Et je pense que là, il y a un gros chantier. Et le dernier point, donc, qu'on peut appeler apprivoiser le futur, ça aussi, c'était une espèce de base continue, peut-être encore plus discrète, mais elle a été présente. Hein. Plusieurs personnes ont parlé de prospective, se sont dit comment on peut aujourd'hui réinventer la prospective, parce qu'on a besoin du futur. On a besoin du futur, on a besoin d'être dedans, on a besoin que les citoyens s'approprient non seulement leur propre projet biographique, ce qui a plutôt progressé dans l'histoire récente, mais s'approprient aussi les projets biographiques des sociétés dans lesquelles ils vivent. Hein. Je dis biographique, comme on disait, le lieu comme une personne. Hein. Donc, s'approprier aussi les futurs de la société, des sociétés dans lesquelles ils vivent. Et là, d'une certaine façon, la messe est dite sur les méthodes d'autrefois. Hein. Si vous reportez sur le scénario de l'inacceptable, hein, 1970, prévoyant la France de l'an 2000, qui n'a vu ni la périurbanisation, ni le tourisme, ni la fin de la dominante industrielle, ni l'émergence de l'urbanité comme force propulsive. En 1970, c'était quand même toutes ces choses-là. Si on regardait bien sûr, c'est facile de le dire maintenant, hein, je suis d'accord, mais c'est quand même intéressant de voir à quel point ces technocrates extrêmement savants, qui étaient tous des X quelque chose,
on fait plutôt du XXX qu'un bon film érotique. Et donc, ça veut dire d'une certaine façon qu'on peut être à l'aise pour imaginer, ça c'est des mots qui ont été utilisés, de repérer des signaux faibles, d'identifier des liens faibles, de construire des concepts faibles. Et donc, quelqu'un l'a dit, faible ne veut pas dire pas intéressant ou pas important, mais simplement encore discret, seulement émergent, mais extrêmement prometteur. Donc si on essaye d'enrichir le diagnostic territorial, je pense que ça doit être un des paramètres, l'idée d'habiter le temps et d'apprivoiser le futur, qui devrait être absolument centraux dans la démarche.